Et bonjour, petite photo de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD sur Grégoire Chamaillou. Nous sommes toujours sur, bien évidemment, la société ingouvernable. On reprend la lecture où on en était sur la guérilla contre les syndicats. Ta-ta-ta. Il importe d'être toujours sur ses gardes, vous rappelle ce précieux vademecum, d'être attentif aux signes avant-coureurs d'une activité syndicale émergente. Quand des groupes qui ont des activités syndicales quand des groupes qui ont des discussions très animées se taisent tout d'un coup dès que les superviseurs s'approchent. Quand des graffitis hostiles à l'entreprise apparaissent sur les murs des toilettes. Quand ces mêmes toilettes se mettent à attirer beaucoup de monde, alors même qu'il n'y a pas à votre connaissance d'épidémie de gastro-entérite, vous pouvez suspecter que des gens qui se réunissent dans les toilettes pour discuter de quelque chose. Ouais. Ouais. On va rien dire. J'ai une anecdote sur les toilettes en entreprise. Oui, j'aime beaucoup faire des digressions. En effet. Anecdote sur une entreprise où j'ai travaillé. Le patron voulait faire des réductions au niveau des coûts. Il voulait vraiment réduire les coûts et essayer de faire des économies partout où il pouvait, et donc il avait décidé qu'il n'y avait plus qu'un seul rouleau de PQ dans les chiottes en même temps, et que quand le rouleau de PQ était fini, il fallait que le ou la employé qui finissait le PQ passe dans le bureau du directeur pour demander un nouveau rouleau de PQ à mettre dans les chiottes. Non, c'est pas légal, c'est de la merde, et voilà. Enfin, en vrai, est-ce que c'est pas légal? Parce que techniquement, je suis même pas sûr que ça soit quelque chose qui puisse être dans le cadre légal, ni en bien ni en mal, quoi. Je pense que c'est un trou, en fait, globalement. Sans jeu de mots par rapport au trou, parce que tu vas pisser, chier, tout ce que tu veux, etc. Bref. Mais je pense que dans le cadre légal, ça doit pas être pris en compte. Enfin, je pense que voilà. Mais ouais, non, pour faire des économies, quoi. Pour faire des économies de PQ. Quelle grosse économie, hein. Ah non, mais quand même, hein, c'est le gros cerveau de la rationalité capitaliste, hein. Ça impressionne toujours. Ça impressionne toujours. Et oui, parce que le patron vous prend pour des collégiens qui croient que t'es en train de faire je ne sais quoi avec le PQ de la boîte. Enfin, genre, what the fuck, quoi. Oui, moi je fais des constructions, je fais des statues en PQ, oui, pendant que je suis au chiottes, ouais, j'adore ça, écoutez, je suis au taf, je prends le PQ et puis je fais des statues, ouais, des statues de 2 mètres par une, puis après je les expose dans mon salon. Non mais what the fuck, quoi, enfin... Ah non, mais c'est phénoménal, vraiment, et le mec il voyait pas le problème. Oui, parce que c'était évidemment un patron, c'était un mec. Coucou Vincent, je ne t'ai pas oublié. Tu étais une sombre merde, Vincent, et je présume que tu es toujours une sombre merde, Vincent. Ouais, des origamis. Mais ouais, mais plein d'origamis. Puis après, je les ai accrochés au mur, dans les couleurs de l'entreprise et tout. Ouais, carrément. Non, mais bref. Je reprends. Si le mouvement se confirme, établissez une War Room dans les étages de la direction, un poste de commandement qui fera office de centre d'activité. Au mur, vous épinglerez un grand diagramme listant le nom de tous les employés par département avec la mention syndicat, compagnie ou point d'interrogation, ce qui vous donnera une vue d'ensemble de la loyauté de vos salariés. Toutes les informations pertinentes devront remonter quotidiennement à la War Room. Ainsi tenu informé en temps réel de l'évolution du champ de bataille, le management pourra déterminer la stratégie et décider de techniques efficaces de contre-attaque. On notera tout le discours ultra vénère, hein. Ouais, je suis assez d'accord avec Delphéa, le fait de boucher les chiottes pour que ce soit des personnes précaires qui aillent nettoyer sa merde derrière, enfin ouais, on va peut-être éviter.
pense que c'est pas nécessaire. Voilà. Ça va juste faire que les gens vont aller au PQ avec leur PQ perso ou leur mouchoir aux toilettes. Ou surtout, ce qui s'est passé, les gens vont se retenir et ça va déclencher des cystites et ça va déclencher des problèmes de santé parce que les gens vont avoir des pressions dans tous les sens, parce qu'il y a plein de pressions à plein de niveaux. Parce que vous vous doutez bien que si on a un patron qui arrive sur la volonté de faire des réductions budgétaires et qui fait notamment comme réduction budgétaire en fait le PQ, il fait aussi plein d'autres violences à plein d'autres niveaux et plein d'autres réductions de budgétaires à plein d'autres niveaux avec énormément de pression, etc. Donc en fait, ce qui se passe surtout, c'est que les employés vont pas aux toilettes, se retiennent et ça déclenche des problèmes de santé, surtout quand ça s'accompagne du stress de manière générale, du fait d'avoir des pressions phénoménales, etc., etc., etc. Malheureusement, surtout. Ouais, bref. Je reprends. Donc je disais, là tout le discours vraiment militariste, c'est un enfer, c'est un enfer. À votre tour de militer, de distribuer des tracts, de placarder des affiches. Le manuel vous fournit des modèles tout prêts qu'il ne vous reste plus qu'à envoyer à la reprographie. Exemple de slogan sur un poster. Oui, vous avez quelque chose à perdre en votant pour un syndicat, la liberté de régler vos propres problèmes individuellement et directement avec le management. BTDR. Et réduction, c'est juste une excuse pour avoir le plaisir d'humilier les gens en les forçant à venir mendier du PQ. Alors oui, il avait aussi un problème d'autorité, très clairement, parce que il voulait absolument être vu comme le chef, absolument envers et contre tout. Et il l'avait un peu mauvaise, parce que le truc c'est que pas mal d'employés lui ont renvoyé dans les dents au cours des années, et non sans raison, qu'ils étaient le magasin qui faisait le plus de chiffres, en fait. Ce qui est vrai, dans la région, le magasin était un des magasins qui faisait le plus de pognon. Et le truc, c'est que les conditions de travail étaient vraiment pas exceptionnelles, alors que pourtant il faisait ce chiffre-là. Et ils lui ont envoyé dans la gueule plusieurs fois qu'en fait, s'il continuait à tirer la corde, il allait finir par se casser, aller voir ailleurs, parce que de toute façon, en fait, c'est des bons employés, ils savent que c'est des bons employés, ils font de bons chiffres, et en fait, ils ont le droit au respect, etc. Il y a quand même un retour de bâton qui s'est fait. Et le truc, c'est qu'en fait, lui, plus ça s'est entendu, et plus il a voulu resserrer la vis. Et ce qui est rigolo... Ça, c'est quand même une petite victoire. Alors, c'est une demi-victoire, en fait, parce que du coup, là, on va tomber sur un truc qui me chafouine, mais on va retomber sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le problème des syndicats. Pourquoi est-ce que les syndicats posent un peu problème, alors qu'en même temps, je pense qu'il faut des syndicats, parce que quand tu rentres dans une institutionnalisation des syndicats, et c'est le cas là, tu vas t'éloigner des besoins des travailleuses, et c'est dommage. Et là, le truc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Le rapport de force a continué à changer, parce qu'il a continué à serrer la vis à plein de niveaux. Oui, parce que tu es une merde, Vincent. Tu es une petite merde, on ne l'oublie pas. Jusqu'au moment où en fait il a tellement serré la vis que en fait, le syndicat a dit qu'ils allaient faire grève, qu'ils allaient juste complètement s'aborder le magasin. Et en fait, la plupart des employés, et la grande majorité des employés ne sont pas syndiqués, ont dit oui, on va faire la grève en fait. Oui. Et du coup, il a décidé de s'éloigner, parce que c'est un patron qui possède de multiples entreprises. Il a décidé qu'il allait arrêter de gérer en fait l'entreprise en direct, et du coup, il a nommé directrice la représentante syndicale, qui du coup a totalement étouffé dans l'œuf toute forme de rébellion à la suite et d'amélioration des conditions de travail. Elle est juste revenue au statut initial juste avant, et depuis, c'est elle qui est la directrice pour le patron. Et le truc, c'est que en fait, on est sur un état qui est le même état que quand moi j'étais là en entreprise, qui est juste nul. Alors oui, d'accord, on est d'accord, il n'y a plus le contrôle du PQ, il n'y a plus une pression constante à tous les niveaux, patati patata, mais en fait, tu es toujours dans une situation d'entreprise qui n'a pas du tout à cœur les besoins des travailleuses, qui est dans du foutage de gueule constant, pas de primes, pas d'amélioration des salaires autres que les augmentations obligatoires. Enfin voilà, on est vraiment sur le niveau 0 quoi. Mais TKT, c'est le syndicat qui a la tête, donc tout va bien quoi. Et c'est vrai que moi je trouve ça extrêmement dommage pour le coup. Ça me trigger beaucoup. Mais bon, bref, encore une fois, c'est parce que quand on est sur des systèmes comme les syndicats qui se deviennent des institutions, on perd et on s'éloigne des besoins des travailleuses. C'est triste. Et malheureusement, le rapport de force en fait ne change pas beaucoup, puisqu'en fait on passe de une personne en situation de domination à une autre personne en situation de domination. Et c'est con, c'est fatigant. Et c'est pour ça aussi que pour moi, une bonne forme de syndicat, c'est un syndicat qui est autogéré. Un syndicat où les travailleuses sont ensemble avec un même statut et un même pouvoir décisionnaire, et pas en fait un syndicat où il y a tout simplement des élus
qui ont du pouvoir et les autres qui n'en ont pas. Ça me pose toujours problème, mais parce que comme d'habitude, à partir du moment où tu vas centraliser ton pouvoir, que tu vas le concentrer dans les mains de quelques personnes, tu as très probablement le risque, enfin tu as le risque, et tu vas très probablement voir arriver le fait que ce pouvoir va être utilisé, et pas forcément du tout à bon escient, bien au contraire. Le système de fait, en centralisant le pouvoir, en les réunissant à une même personne, favorise très fortement les abus, et donc de fait, c'est de la merde, c'est de la merde. Bref, je reprends. Oh la petite papate là, la petite brindille qui s'étire et tout, ça a l'air dur la vie de chat. Oh là là, ça a l'air dur la vie de chat. Je reprends. Outre les affiches et les tracts, le manuel vous suggère de faire confectionner des fortune cookies anti-syndicaux à distribuer à la cantine. Petits gâteaux chinois fourrés de messages ad hoc. Le salarié rompt le biscuit et lit, les cotisations syndicales vous prennent votre bol de riz. Bref. Ou bien, désolé, pas de chance avec le syndicat. Ou encore, prenez garde au dragon qui se cache dans la lanterne magique du syndicaliste. On va même pas parler du présupposé raciste qu'il y a dans les messages et dans tout le délire, hein, mais bon. Pourtant, il y aurait de quoi dire. Autre procédé du même acabit, organiser des cocktails gratuits, voire instituer la pratique d'offrir à vos employés une dinde gratuite pour la Thanksgiving, ce qui constituera un rappel économique tangible de l'engagement de l'employeur aux côtés d'une force de travail heureuse et satisfaite. À cette occasion, entre deux toasts, l'entreprise pourra souligner le fait que les forts sentiments de loyauté que les employés éprouvent à son égard seraient perturbés par la présence d'un syndicat. Pourquoi c'est Balkany qui les a écrits ces cookies? Parce que n'importe quel droitos est un clone de n'importe quel autre droitos. Et oui. C'est ça le truc. Ce sont des Playmobil. C'est tous les mêmes modèles en plastique, issus de la même usine, dans le même moule. Et oui. Mais je croyais qu'il était bien ce livre, vous m'avez menti. Ah non, non, il est très bien. C'est que là, en fait, il est en train de te dire comment est-ce que ça fonctionnait à l'époque. En fait, là, Grigor Chomayou nous prend un exemple de ce qui se faisait à l'époque, dans les années 70. Là, depuis le début de ce chapitre, il nous dit voilà ce que les tenants et aboutissants du néolibéralisme des années 70 préconisaient, comment est-ce qu'il fonctionnait, etc. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est... Et en avant les histoires. Ouh. Vrai, finalement, est-ce que c'est pas la vraie conscience collective? Non, faut la brûler. Pardon, je ne peux m'empêcher d'être quand même profondément anti-patron. Voilà. Je reprends. Et si, malgré tous ces efforts, vous ne vous en sortez pas, vous pourrez toujours recourir aux services de consultants anti-syndicaux qui viendront, en mode commando, vous prêter main forte en ciblant chez les travailleuses. Alors évidemment, je traduis parce qu'il est marqué travailleurs. Voilà. Les points les plus vulnérables, ceux décelés au préalable par un examen psychologique préparatoire. L'un de ces Union Bunsters a témoigné dans son autobiographie de ce qu'implique plus concrètement cette stratégie combinée de désinformation et d'attaque personnelle. Lorsque les consultants entreprennent de détruire le syndicat, ils font intrusion dans la vie des gens, ils rompent leurs amitiés, ils écrasent leur volonté, brisent leur famille. Leurs armes, résumé un syndicaliste, sont l'intimidation et la subversion du droit. Dès que des travailleuses, cherchent à s'organiser quelque part, cette armée de guérilla vêtue de costumes 3 pièces est là, prête à résister. Lorsque la journaliste Beth Nissen se fait engager incognito en 78 à Texas Instruments pour un reportage sur le syndicalisme, elle ressent la peur qui règne désormais parmi les salariés. Alors qu'elle aborde la question du syndicat avec une collègue, celle-ci lui répond « Je t'en prie, ne m'adresse plus jamais la parole pendant la pause. Si l'entreprise voit que je t'écoute, je vais me faire virer. » Pour avoir seulement évoqué la possibilité de se syndiquer, la reporter infiltrée est licenciée sous un prétexte quelconque à peine 3 semaines d'embauchement. Fin du chapitre. Et fin de la partie 1. Donc là, ce qu'on vient de finir, c'est la partie 1 qui nous disait, en gros, c'est quoi les graines de notre monde actuel? C'est quoi ce qui a permis à la forme actuelle du néolibéralisme, je vais y arriver, d'être ce qu'il est aujourd'hui? Eh bien, c'est tout ça. C'est tous ces éléments-là, ce sont ces actes-là, ces penseurs-là, ce cadre-là, qui a amené
à l'état actuel du monde du travail, du libéralisme tel qu'il est, de la politique néolibérale, des entreprises néolibérales. C'est ça, c'est tous ces éléments-là. Et donc, comme vous le voyez, je pense que Ezwan a parfaitement raison, ce sont des graines de merde. Ouais, ah ouais, c'est de la bonne grosse merde, bien dégueulasse, ouais. Ouais, en effet. Je bois un coup, puis on va continuer. Hop là. Donc, heureux Sirenai. On arrive à la partie 2, la révolution managériale. Non, ça va pas être bien. Il y a marqué révolution, mais c'est pas la bonne. C'est pas la révolution qu'on veut, hein, qu'on soit d'accord. C'est pas... Non. Non. Chapitre 5, une crise théologique. Oh, rien que ce titre. Ça va être bien. Une révolution pour avoir encore plus de managers. Non, révolution pour que les managers aient encore plus de pouvoir. C'est ça, ouais. La révolution, ouais, managériale. Oh no. Voilà. L'évolution capitaliste en substituant un simple paquet d'actions aux murs et aux machines d'une usine dévitalise la notion de propriété. L'appropriation dématérialisée n'impose pas, comme le faisait la propriété vécue de naguère, une allégeance morale. Finalement, il ne restera personne pour se soucier réellement de la défendre. Schumpeter. Et bonjour Ultracute. J'espère que tu vas bien. En tout cas aussi bien que possible. Désolé, je retourne en lurk, mais il n'y a pas de problème. Retourne dans ton lurk, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. En tout cas aussi bien que possible. Et du coup, bon lurk. Merci beaucoup d'être là en lurk. Vous avez vu comme la pépette, elle est trop belle. J'ai envie de gratte-gratte le chat. Je suis désolé, je vais faire une pause gratte-gratte le chat. Ça va, hein, ça a pas l'air trop horrible sa vie. Ça va ma fille? Bah oui, hein. C'est dur la vie de chat, hein. Oh, ça doit être dur, hein. Je reprends la lecture. On peut dire sans grandes exagérations qu'une nouvelle pensée de l'entreprise, le managérialisme, est en train d'ouvrir une grande crise théologique, comparable par son ampleur aux répercussions de l'œuvre de Darwin ou aux implications sociales et politiques de la réforme. De la réforme avec un grand R. Réforme, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne au passage, où on a détruit le pouvoir de l'Église très drastiquement. Enfin, il s'est passé beaucoup de changements, quoi. Je sais plus dans quelles années ça s'était passé. Je sais plus. Mais pour moi, enfin, en tout cas, peut-être que c'est par erreur, hein, mais pour moi, quand je vois réforme avec le R majuscule comme ça me fait penser à ça. Hein, ça me fait penser à cette époque-là et à ces éléments-là. Peut-être que c'est autre chose, hein, mais il me semble que c'est ça. À vrai dire, l'idéologie qui a dominé la pensée occidentale au cours des derniers siècles est en train de voir ses piliers économiques et politiques s'effondrer. L'événement intellectuel déterminant à cet égard, indiqué en 1962 l'auteur auquel j'emprunte ces lignes, avait été la publication, 3 décennies plus tôt, d'un livre co-signé par le juriste Adolf Baerle et l'économiste Gardiner Means, L'entreprise moderne et la propriété privée. Cet ouvrage, que John Kenneth Galbraith considérait comme l'un des 2 livres les plus importants des années 1930, avec la théorie générale de Keynes, a de fait polarisé les débats sur la théorie de la firme pendant près d'un demi-siècle. Quelques semaines après sa parution, cependant, son éditeur, une petite maison spécialisée dans les questions de fiscalité, se ravisant brusquement, l'avait retiré de la vente. Un cadre de General Motors, horrifié par ce qu'il avait lu, avait fait part de sa désapprobation au responsable de la Corporation Trust Company, une agence de conseil aux entreprises dont la maison d'édition était l'une des filiales, et dont General Motors se trouvait être l'un des gros clients. Ce genre de client qu'il est toujours regrettable de perdre. Découvrant la vipère qu'elle avait nourrie en son sein, la compagnie suspendit la publication. Les livres qui remettaient en question les systèmes de pouvoir, glose rétrospectivement Baerle, reçoivent un accueil brutal de la part du système du pouvoir, dont ils analysent les justifications et les fondements. Étonnant. Cette tentative de censure produisit le contraire de l'effet escompté. Repris par les éditions Macmillan, le livre put bénéficier d'une bien plus large diffusion. Ironiquement, regrette des années plus tard un intellectuel conservateur, c'est General Motors qui porte la responsabilité du lancement du livre de Baerle et Means.
Et là, normalement, c'est le moment où tu fais « Oh, j'en suis mais rien ». Et effectivement, c'est ce qu'on appelle un effet Streisand. L'effet Streisand, pour ceux qui ne connaissent pas, Barbara Streisand, du nom de, du coup, la chanteuse. Oui, c'est une chanteuse. C'est quand vous essayez absolument de faire cacher quelque chose, de rendre invisible un élément, et qu'en fait, par ces efforts, vous lui donnez finalement toute la visibilité possible et imaginable. Et ça, c'est drôle. On a eu aussi en français, ça s'appelle l'effet Hollande. Oui, je vous jure que ça s'appelle l'effet Hollande en français. C'est... Voilà. Pourquoi l'effet Hollande? Parce qu'en France, ça a été surtout visible grâce à François Hollande, qui a essayé de cacher des informations sur sa vie privée. C'était pas l'effet Flamby. Alors non, l'effet Flamby, c'est le nom qu'on a tendance à coller avec un peu de blague derrière. Mais non, c'est l'effet Hollande. Officiellement, c'est l'effet Hollande. Après, c'est vrai que beaucoup de cercles disent l'effet Flamby parce que ça fait rigoler, tout ça. Mais bon, bref. Toujours est-il que, en fait, il a voulu cacher des éléments privés de sa vie privée de couple au moment où il s'était séparé, notamment de Ségolène Royal. Et bah, en fait, ça a donné plutôt un boom à ça. Beaucoup plus que s'il avait rien fait. Et du coup, bah, il y a eu plein d'infos qui sont sorties partout. Et c'est quand même un petit peu drôle. Je vois que le chat s'est tiré, donc je vais enlever la 4cam. Parfait, c'est mieux. L'effet Flamby, c'est de vouloir nettoyer du flanc avec une grande claque, ça explose et ça en remet partout. Ça, c'est beau. Bref, on est reparti. Ficus. Qu'avait-il dans ces pages de si dérangeant? Les auteurs y repéraient une mutation inaperçue dans les rapports de propriété. Une révolution qui aboutissait à saper les principes mêmes de l'économie capitaliste, telle qu'elle était justifiée depuis près de 3 siècles par ses défenseurs. L'effet Hollande, non, pas comme ça. Soit un cheval est son maître. Le propriétaire d'un cheval en est responsable. Si le cheval vit, il doit le nourrir. Si le cheval meurt, il doit l'enterrer. Qu'en est-il à présent d'une autre relation, celle qu'un actionnaire entretient avec la société dont il détient les actions? À une action boursière n'est attachée aucune responsabilité de cette sorte. L'actionnaire n'est pas responsable de l'entreprise. Il n'a, le plus souvent, jamais ne serait-ce que mis les pieds dans les locaux. Il est devenu, pour reprendre la formule de Thorstein Veblen, un propriétaire absentéiste. Il n'a plus la possession physique d'un bien, seulement celle d'un titre, une propriété dématérialisée, abstraite, une propriété de papier. La vieille propriété-possession était solide. Elle immobilisait le propriétaire qui vivait dans le paysage de sa chose. L'actionnaire, lui, il est sans attache. Si sa propriété ne lui convient plus, il la liquide. Dématérialisation, fluidification, mais aussi fractionnement de la propriété actionnariale. Les actions d'une société étant dispersées entre des milliers de porteurs. Mais autre chose se produit aussi. La dissolution de l'ancien atome de la propriété de ces éléments. Les fonctions que la propriété privée classique réunissait en un tout ont été scindées en deux. Le pouvoir, la responsabilité, la substance qui faisait par le passé partie intégrante de la propriété sont transférés à un groupe séparé, entre les mains duquel le contrôle réside désormais. L'actionnaire ne disposant plus d'une propriété passive, c'est à des managers salariés non propriétaires que revient le contrôle actif de l'entreprise, sa gestion concrète. On a donc d'un côté les propriétaires sans réel contrôle et de l'autre du contrôle sans réelle propriété. C'est la thèse centrale développée par Bell et Mintz, celle de la séparation de la propriété et du contrôle. Dans le même temps, la nature de l'entreprise a muté. La grande société, par action, n'a plus grand à voir avec l'affaire de patron propriétaire. En s'émancipant des bornes de la propriété individuelle ou familiale, en concentrant et en socialisant les capitaux en provenance d'un vaste public d'investisseurs, la forme actionnariale a permis le développement de firmes géantes, des institutions quasi publiques où des milliers de travailleurs sont placés sous la houlette d'un management unifié. Berle et Mintz rejoignent sur ce point les thèses de l'industriel et homme politique allemand Walter Rathenau. La désindividualisation de la propriété, l'objectivation de l'entreprise, le détachement de la propriété d'avec le possesseur fait que l'entreprise s'est transformée en une institution qui ressemble... Hop, attendez, j'ai perdu la page. Ah non. J'ai perdu la page. C'est bon, j'ai retrouvé. Le détachement de la propriété d'avec le possesseur fait que l'entreprise est transformée en une institution qui ressemble à l'État. Dégagé de tout ancrage économique substantiel dans la propriété du capital, le contrôle par le management apparaît comme un pouvoir d'un genre gouvernemental, d'où le recours, pour le décrire, à des métaphores politiques. Les managers sont des nouveaux princes à la tête de grands empires industriels.
L'interprétation de ce phénomène fut d'emblée très ambivalente. Si certains célébraient la venue d'un pouvoir gestionnaire désintéressé, d'autres redoutaient la montée en puissance d'un nouveau despotisme managérial. Dans la vision la plus pessimiste, celle popularisée en 1941 par James Burnham dans La Révolution managériale, les managers allaient, comme le résumait Orwell en rendant compte de ses thèses, éliminer l'ancienne classe capitaliste, écraser la classe ouvrière, organiser la société de façon à ce que tout le pouvoir et tous les privilèges économiques demeurent entre leurs mains. Alors, disons que c'est un peu la merde. Heureusement, on n'est pas arrivé sur ce que disait Orwell. Après, malheureusement, c'est pas mieux. je pense pas qu'il y a mieux, pire. Vous voyez, c'est de la merde dans tous les cas, quoi. Bonjour Lex Calvin. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as les deux aujourd'hui? Est-ce que tu as les deux? L'esprit triomphe du muscle. L'esprit triomphe du muscle. Heureusement que j'ai les deux. Ah, presque l'alerte. Ah, par contre, l'alerte va rester sur cette... D'accord, très bien. Cool. Vraiment, Trigger Fire ne change pas. Hein. Toujours au top, hein, Trigger Fire. Hein. Quel enfer. Le sommeil et l'insomnie, j'ai les deux. Et ça, c'est beau. Alors, bienvenue. Pour celles qui arrivent comme Lex, on est en pleine lecture de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, généalogie du libéralisme autoritaire. Et on est un petit peu en train de passer dans les cercles de l'enfer, ou 9 cercles de l'enfer. 7 ou 9 ? Je sais plus. Bref. Beaucoup de cercles de l'enfer. Grégoire Chapoutard-Lordon, non pas Lordon. Non, franchement, lui, il est beaucoup plus adéquat. Déjà parce que, en vrai, contrairement à Lordon, Grégoire Chamaillou ne prend pas le parti de dire « je sais mieux que vous ». Ça déjà, c'est bien. Ça déjà, c'est pas mal. Ça change beaucoup de choses. Ensuite aussi parce que il envoie des scuds. Hein. Quand même, il envoie des scuds. Alors là, il est dans une phase où il envoie pas trop de scuds parce que là, il est vraiment dans une phase où il décrit. Il décrit les changements managériaux qui sont mis en place globalement dans les années 70. Ouais, moins gros cerveau que Lordon, c'est pas trop dur, on est d'accord. Ça c'est pas difficile. Là, on est sur la partie où en fait, il nous dit vraiment comment est-ce que les choses se sont mis en place. Qu'est-ce qui concrètement a changé à partir des années 70 ? Tout en nous disant, en vrai, ça change pas d'avant, c'est juste une nouvelle forme de domination, mais c'est toujours une forme de domination comme avant, et du coup c'est de la merde. Voilà. Donc là, il n'envoie pas trop de scud parce qu'il reste très dans le descriptif. Il nous fait un état des lieux, et l'état des lieux fait pas super plaisir. On va pas se mentir. Je reprends la lecture. La découverte de Bale et Means avait de nombreuses implications, dont une en particulier radicale au plan théorique. La dissolution de l'atome de la propriété, affirmait-il, détruit le fondement même sur lequel l'ordre économique a reposé ces 3 derniers siècles. Dans leur ligne de mire, Adam Smith et sa fameuse main invisible. Les riches, exposait l'auteur de La richesse des nations, ont beau ne se soucier que de leur vain et insatiable désir, ils œuvrent paradoxalement sans le vouloir par leur cupidité privée au bien public. Leur intérêt égoïste étant de tirer le plus de profit possible de leur propriété, ils sont poussés à en faire une gestion efficiente qui concourt à l'accroissement de la richesse générale et par ricochet à celle de chacun. Ce qui est déjà faux. C'est déjà du foutage de gueule. C'est déjà faux. Et Adam Smith sur 20, quoi. Bref. Et après, Adam Smith, en plus, est mal compris parce que Adam Smith, en fait, a pas fini son travail. Et Adam Smith disait, en gros, les présupposés, c'est ça, mais ça veut pas dire que c'est bien. Et au moment où les gens auraient dû prendre vachement à l'écoute ce qu'il disait, à savoir, et du coup, il faut absolument mettre du contrôle parce que les riches, c'est des trous du cul, etc., parce que c'est ce que disait quand même un petit peu Adam Smith. Ça n'a pas été retenu, ça n'a pas été pris en compte. Ça veut dire que la seule chose qu'on retient aujourd'hui d'Adam Smith, c'est quand même triste à dire, hein, c'est ce que des connards de droitos bourgeois en ont compris et qu'ils ont mal compris. Ce qui finalement est pas très surprenant. Mais bon, bref. Voilà. Donc là, en l'occurrence, en fait, la phrase qui est donc issue des textes d'Adam Smith, en fait, c'est parce qu'Adam Smith a fait donc un premier ouvrage, La richesse des nations, où il stipule des éléments qui sont les éléments tels qu'ils sont pensés, conceptualisés à l'époque. Ça veut pas dire qu'il y souscrit. Ça veut pas dire qu'il dit c'est une vérité vraie absolue.
loin de là. Et encore une fois, il était prévu qu'il fasse notamment un deuxième ouvrage dans lequel il venait mettre un certain nombre de choses un peu plus à plat, en disant notamment il faut mettre du contrôle, etc. Des choses qu'il a pu dire lors de ses interventions, etc., mais qu'il n'a jamais eu le temps d'écrire puisqu'il est mort. C'est con, mais quand vous êtes mort, vous écrivez vachement moins bien. Ah, je sais, ça surprend, hein. C'est... Surprise. Bref, donc du coup, voilà, c'est quand même con, il manque la moitié du truc, quoi, mais bon. Bref. Je reprends. Mais, remarque, Baird et Mintz, l'économiste raisonné, dans un contexte où le système de la libre entreprise reposait sur l'intérêt personnel du propriétaire des biens. Pour Adam Smith et ses successeurs, la propriété privée était une unité qui impliquait la possession. On présupposait la combinaison de la propriété et du contrôle. Et en vrai, même ça, c'est pas très vrai, parce que là, du coup, en fait, Grégoire Chamaillou, à mon sens, hein, il est en train d'imposer ce qu'il croit être les motivations d'Adam Smith, parce que c'est quelque chose qui est très partagé comme vision, mais qui n'est pas du tout, en fait, ce que voulait dire Adam Smith. De ce qu'on a comme élément, a priori, ça se recoupe pas. Sauf que, encore une fois, comme l'a dit Lex dans le chat, et comme moi je vous l'ai dit aussi, les travaux d'Adam Smith ont été repris par les droitos, par les conservateurs, par les patrons, par les bourgeois, pour justifier leur mode de vision et leur mode d'agencement de nos sociétés. Et la violence qui y est dedans. Et le truc, c'est que du coup, en fait, c'est pas Adam Smith et ses successeurs. En fait, c'est les successeurs d'Adam Smith. Et Adam Smith, il a pas dit ça. Adam Smith, il a pas dit oui, je souscris à ça, TKT, les patrons, c'est bien. Donc, pour moi, il y a une petite erreur là-dedans. Là, c'est une coquille qui est discutable. Pour moi, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et en vrai, Adam Smith est peut-être loin d'être un génie absolu de la gauche qui remettait tout en question, ce que tu veux, etc. Pour autant, essayer de quand même pas non plus lui faire dire et lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes, quoi. Enfin, ça serait bien, quoi. Littéralement 1984, la seule fois que je peux dire ça ever. Attention, hein. Attention, on commence à citer 1984 et après normalement c'est la porte directe vers Boomerland, hein. Attention, hein. Je reprends. Or, aujourd'hui, dans l'entreprise moderne, cette unité a été rompue. Les actionnaires ont beau être toujours motivés par le profit, cela n'implique plus qu'ils fassent concrètement un usage plus efficient de leur propriété, puisqu'ils ont entièrement abandonné cette tâche à ceux qui contrôlent l'entreprise. Quant aux managers, n'étant plus propriétaires, on voit mal ce qui les pousserait à suer sang et eau pour maximiser les profits d'autrui. Smith, rappelle-t-il, constate que les gestionnaires des compagnies par action, ça c'est bien ça, constate. Oui. Adam Smith a fait des constats. Mais faire un constat, c'est pas dire je crois que ça c'est l'état de vie et que c'est la naturelle, l'élément de base et que c'est comme ça que ça marche et puis c'est tout. C'est important de bien mettre que Adam Smith a fait des constats et qu'il a jamais pu trop mettre ses interprétations par écrit parce qu'encore une fois il est mort avant, quoi. On a quelques éléments parce qu'il a pu quand même faire des lettres, etc. Donc on sait globalement à peu près qu'est-ce qu'il semblait penser. Et encore une fois, c'est pas vraiment ce qu'ont dit tous les bandes de trous du cul qui valident Adam Smith dans tous les sens en disant qu'il dit que du coup, vas-y c'est bon, les patrons c'est la vie, tout ça. Bref, mais bon. Smith, rappelle-t-il, constate que les gestionnaires des compagnies par action, une forme encore rare au 16, 17, 18e siècle, ne mettaient pas la même ardeur à faire fructifier les affaires qui leur étaient confiées qu'un patron propriétaire, les siennes propres. Rejeter catégoriquement la société par action en tant que mécanisme pour les affaires, estimant que la dispersion de la propriété rendait impossible un fonctionnement efficient. La doctrine classique prévoyait ainsi elle-même son propre dysfonctionnement pour le cas particulier d'une forme devenue dominante depuis. Faute de s'en être rendu compte, on continue à la justifier à contretemps par une théorie qui pourtant la disqualifie. Bon, ça, encore une fois, c'est pas très surprenant. Les bourgeois, les patrons, les managers, tout ça, bref, les dominants, ne savent pas de quoi ils parlent. Concrètement, c'est littéralement ce qui est écrit, hein, c'est l'idée. C'est ils utilisent des notions, des théories, des pensées développées par notamment des chercheuses, sans en fait les maîtriser, sans en fait les comprendre, sans voir toutes les limites à tous les niveaux de ce qu'ils utilisent et de ce qu'ils utilisent pour justifier leur modèle, leur vision, qui est littéralement, mais décriée, qui est littéralement à contre-courant des choses qu'ils citent. Et ça, c'est assez courant. C'est un truc qui est vraiment très très courant parce qu'encore une fois, on parle de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et on peut d'ailleurs coupler encore une fois avec des notions assez intéressantes comme
Vous allez voir, ça va être surprenant. L'ignorance blanche. Ouais, je sais. Ça surprend. Hein. Étonnamment, dans nos sociétés européennes, très blanches, les blancs savent. Ils savent envers et contre tout. Surtout quand ils savent pas. Oui, il faudrait aussi que je fasse une petite alerte pour Contrefori, enfin une commande pour mettre en avant la chaîne de Contrefori. En vrai, ça serait pertinent. C'est vraiment un truc qui est très constant. Et en plus de ça, quand vous venez le racoler avec d'autres oppressions, comme par exemple au pif, tout ce qui va être le côté misogyne, donc le patriarcat à 200%, tout ça, et ben on se rend compte que c'est incroyable, mais on se retrouve avec globalement des patronats qui sont surtout des mecs blancs, cis, valides, etc., qui du coup se comportent comme le font des personnes qui sont en situation de domination à tous les niveaux dans nos sociétés, avec une confiance absolue dans leur grandeur, dans leur connaissance, dans leur maîtrise de tout et n'importe quoi, alors même qu'ils ne maîtrisent rien. Qui ne savent rien, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils n'ont jamais travaillé ces questions-là. Ils ont lu ça vite teuf, ils ont entendu parler de ça dans un journal de droite comme Fortune, etc. Et ils réutilisent ces notions comme s'ils le savaient, comme s'ils connaissaient tout, comme s'ils avaient tout à fait tout compris, alors même que dans le truc qu'ils citent, dans le truc qu'ils utilisent, il y a littéralement marqué que c'est des glands et que ça marche pas. Mais vraiment, ça, c'est un truc qui est très récurrent. C'est très récurrent. À plein de niveaux, moi, quand j'étais en entreprise, il y a des moments où il y a des patrons qui me sortent des trucs, mais vraiment, qui me sortent des études ou quoi, et qui me disent « Ah, mais ça justifie qu'il faut faire ça comme ça et tout ». Alors que littéralement, les études qu'ils citent sont des trucs qui sont à contre-courant de ce qu'ils défendent. Mais vraiment à 200%. Et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bref, je reprends. La moindre motivation des gestionnaires est une chose, mais rien ne garantit en outre que leur intérêt converge avec celui des actionnaires. Tout laisse au contraire présager une divergence problématique, notamment si ces premiers s'avisent que la façon la plus profitable de suivre leur intérêt égoïste est, après tout, étant donné comme l'écrit Schumpeter, qu'au-delà du traitement et du bonus, aucun profit personnel ne peut dans la société être réalisé par les gérants, sinon en recourant à des pratiques illégales ou semi-légales, de taper dans la caisse. Ironie de l'histoire, c'est si les managers se conforment à la maxime de l'agent économique rationnel, que le système se met à dérailler, tant il est vrai que les intérêts de la propriété et du contrôle sont largement opposés si les intérêts de ce dernier dérivent en priorité du désir de gain pécuniaire. Baird et Mintz ne font aucune objection à la théorie classique. Ils ne disent pas que Smith avait tort, mais au contraire, qu'il avait raison. Et raison d'entrevoir la possible obsolescence de son propre théorème. La prégnance de leur critique, ce qui explique qu'elle ait pu faire couler autant d'encre, tient à ce qu'il s'agissait du premier effort d'envergure pour critiquer la structure légale de l'entreprise moderne, dans les termes mêmes des notions économiques traditionnelles qui ont constitué les présupposés. Si les justifications fournies par la théorie classique sont devenues inopérantes, ce n'est pas parce qu'elles auraient été réfutées intellectuellement, mais parce qu'elles ont été annulées par une mutation réelle. C'est la thèse de l'inadéquation de la théorie traditionnelle. Le capitalisme actionnarial, en révolutionnant les formes de propriété, a de surcroît accompli la prouesse de saper les fondements de son propre discours de légitimation. Le problème de Baird et Mintz, à contrario des réinterprétations réductrices qui en ont été faites par la suite, n'était pas de savoir comment réaligner la conduite managériale sur l'intérêt actionnarial, mais de poser à nouveau, frais, la question des mobiles et des finalités de l'activité économique. Se poser d'abord une question de légitimité. Si l'entreprise moderne ne peut plus être pensée comme la figure élargie de l'entreprise propriétaire classique, quel va être le bien fondé du pouvoir managérial ? Baird et Mintz avaient repéré une immense brèche dans l'idéologie économique dominante. Restait à savoir comment la colmater. Certains ne trouvèrent pas mieux que de convoquer en grand sauveur la morale. Mieux encore, une version de celle-ci repêchée dans les douves d'un imaginaire médiéval. Incroyable, les conservateurs conservatisent. Fin de chapitre. Inattendu. Bon, vous en pensez quoi pour l'instant ? Ça va, ça vous plaît bien ? Vous trouvez toujours intéressant le bouquin ? J'espère que oui quand même. Surprise, mais en fait Ouais, non, surprise, mais en fait non. Hein. Pas surprise. Il est bien le livre ? Bah oui, il est bien. Oui, quand même. Bon, après, on passe après Lordon, donc du coup, je vous avoue que bon, quand on a déjà lu Lordon, forcément derrière tout est bien, quoi, mais...
Mais voilà. Je triche et j'ai déjà ce bouquin. Bah, franchement, moi je l'aime bien hein, pour l'instant. C'est la première fois que je le lis, hein, j'ai pas eu l'occasion avant. Mais je trouve qu'il est bien écrit, il est propre. Enfin voilà, c'est plutôt bien fait. Voilà, on va pas se mentir, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Incredible, oui, exactement. Ça trigger des trucs crades de l'entreprise. Ah oui, par contre, il n'hésite pas à venir mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. À te montrer là où bah, c'est pas propre, quoi. Hein. En vrai, c'est cool. Je perds le fil parce que je suis debout depuis 4h du matin, mais j'aime bien. Okay. Et bonne année, les ingouvernables. Bonne année à toi, Gentle. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, en tout cas, aussi bien que possible en cette belle journée. Une partie de moi se tâte à aller me faire un café. En même temps, ça fait 40 minutes qu'on est en VOD, donc est-ce que j'attends 20 minutes la fin de la VOD? Enfin, en vrai, ça serait un peu plus... Non, je pense que je vais me faire un café. On est à une fin de chapitre, donc je vais faire un petit AFK. Pas longtemps, hein, je vais juste aller me faire un café et je reviens en fait. Parce que je pense qu'un petit café va me faire du bien. Oh, il y a un chat qui est revenu. Attendez. Ouf, un chat. Voilà. Le chat est là. Petit AFK, je vous laisse la musique. Je vous enlève même pas cette scène là parce que j'en ai vraiment pour pas longtemps. Je vais juste aller me faire un café et je reviens dans les 5 minutes qui suivent quoi. Donc à de suite. Pensez à vous faire un petit café, pensez éventuellement à prendre vos cachets, traitements éventuels, c'est important. Voilà, à de suite. Hop. Alors, vous avez foutu le sbul pendant que j'étais pas là. Bonjour Glitch. Hop. Voilà. Je suis de retour avec mon café. En plus de ça, je vois que Glitch est arrivé, donc la journée n'en est que plus belle.
Hop. Voilà. Oh, j'ai mal au dos par contre. Je suis un peu fracasse. Hein. On va pas se mentir, je suis un peu fracasse. Bon, on va pouvoir reprendre juste tranquille. Moi, je vais essayer de boire un peu mon café. Quand même. Ce serait bien. Ce serait bien. Hop, 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 hop. Ah. Oh là là. Ouais, je suis fracasse. Je sens que je suis un peu coincé partout. Mais ça fait plusieurs jours où je sens que je suis un peu coincé partout. En vrai. Je commence à réaliser que je n'ai plus que ça à faire en 2024. Venir glander sur Twitch. Mais c'est vachement bien. C'est vachement bien. D'ailleurs, au passage, et coucou Sandwich. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Camarade Sandwich. En tout cas aussi bien que possible. Je vous rappelle que si jamais... Voilà. Pour ceux qui sont streamereuses ou qui sont modos, tout ça, vous avez accès au canal de stream où je suis. Si vous avez envie de passer en vocal, vous savez que vous le pouvez. Voilà, n'hésitez pas. Alors évidemment pas à 150 000, hein, voilà. Mais je sais pas si par exemple Lex a envie de passer, si Glitch a envie de passer, si Seron a envie de passer, etc. Delphera, enfin voilà. Vous êtes les bienvenus en vocal pendant les lives comme ça de lecture de sciences humaines et sociales. C'est bien aussi d'avoir plusieurs... même pendant les lectures, en fait, c'est que ça va dépendre. Si on est 150, non, ça va être relou. Mais si vous avez un petit élément, un petit truc que vous avez envie de rajouter, c'est le cas par exemple avec Glitch ou avec Seron, qui passe assez régulièrement dans le canal vocal. En fait, ils viennent ajouter un petit élément. Et je trouve que c'est vachement pertinent, en fait. Quand vous avez Seron et elle vient pour nous dire « alors la Suisse, ça marche comme ça, etc. » C'est pertinent parce que ça nous montre un petit peu, justement, ce qui peut se passer dans des pays limitrophes, ce qui peut se passer dans d'autres systèmes, etc. Pareil, quand Glitch vient nous donner des éléments sur comment ça fonctionne, certains trucs, elle a vu, etc. C'est pertinent. Donc voilà, tout dépend de la démarche. Si vous venez pour foutre le sbull, non. Non. Mais de manière plus générale, si vous venez pour apporter une petite bille en plus, en soi, c'est pas forcément fermé, loin de là. Encore une fois, je dis aussi, l'idée, c'est de pas être 150. Voilà. Vous avez potin, n'hésitez pas à passer, exactement. Et bonjour du coup à Cassandrama, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, en tout cas, aussi bien que possible. J'espère que du coup, ta journée est belle. En tout cas, nous, elle est plus belle parce que tu passes nous faire un petit coucou. Je passe subrepticement pour donner de l'amour à toutes seules qui le veulent, mais surtout à Féoutier, c'est beau. Oui. Oui. Je vais passer donner de l'amour avant de partir à une petite soirée. Et si tout à l'heure j'ai fait une intervention un peu trop rapide et mal placée, désolé. Mais aussi je pense que c'est pas plus mal que j'intervienne pas trop, que je donne pas plus de détails sur la Suisse, parce qu'en fait là le bouquin il donne des éléments très généraux et c'est utile. Du coup j'ai pas voulu interrompre. Mais oui, il a pas du travail en Suisse, c'est un gros projet quoi. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. C'est un peu brutal et voilà. Bah non, tout va bien. Bisous à tous. Des bisous. Tous, et voilà. Ciao, ciao, ciao. Quel rapport entre la Suisse et la société ingouvernable? C'est vrai que normalement la Suisse c'est un peu l'inverse. La société très 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 gouvernable. Voilà. Mais bon, peut-être qu'un jour on verra une révolution suisse, qui sait. Attendez, peut-être que, on sait jamais, sur un malentendu. Arriver d'un coup du capitalisme raisonné en Suisse, ils vont même commencer à voter SOCDEM. Non, faut que j'arrête de me moquer. On sait que vous allez rester à l'extrême droite, on le sait. Désolé. Je passerai un jour s'il y a une conversation sur du sound design. C'est assez peu probable. Ouais, j'avoue que c'est assez peu probable. C'est assez peu probable. On doit être ingouvernable et pas foutre le sbull. Je comprends pas. Si, toujours foutre. Bah, toujours foutre le sbull. C'est important. Si vous mettez des proutes, c'est bien aussi. Oui, ça dépend. 150 proutes, non. De temps en temps, ça va. Un référendum sur le logo du Toblerone. Mais oui, moi je veux voir ça. Ça doit être incroyable pour le coup. Ça doit être incroyable. Ah, ça me gratte. Pardon. Bon, j'essaye de boire un coup et puis on reprend. Ok, on va s'y remettre. On va continuer quand même. On est sur un nouveau chapitre d'ailleurs. Joie et bonne humeur, vous allez voir. Ouh, c'est brûlant. Ouh, je vais attendre un petit peu qu'il refroidisse.
Sinon, je vais juste me brûler. Qu'est-ce que tu veux, le chat? Tu me fais ponk-ponk. Pourquoi? Pourquoi, mon grand? Bon, bah attendez, je me fais squatter. Oui. S'il te plaît. Tu veux vraiment rester là en plein milieu? Il a pas l'air convaincu. Mais... Merci. C'est bon. Oh oui, non, mais le chat qui s'est dit, tiens, je vais venir passer en plein milieu, voilà. Certes. Certes. Et à côté de ça, vous voyez à la 4cam que Brindy tape sa meilleure sieste. Mais alors, vraiment, elle en a rien à foutre. Rien à foutre. Vraiment installé, pépère. Enfin, mémère, du coup. On est reparti? Chapitre 6. Managérialisme éthique. Ça vend du rêve là. Rien que le titre déjà tu fais ouh. Ouh. Et il n'y a pas aujourd'hui de théorie de la firme qui permette d'expliquer ou de justifier de façon satisfaisante l'existence de la grande entreprise moderne. On s'efforce par conséquent d'élever l'idée de la responsabilité sociale ou de la conscience d'entreprise ou de bonne citoyenneté au statut de théorie de la firme. Wilbur Hugh Ferry. Elles ne sont cependant pas encore pour l'heure parvenues à créer, à l'instar des corporations médiévales, une conscience d'entreprise en lieu et place de la responsabilité individuelle dont elles se sont évertuées, du fait même de l'organisation, à se débarrasser. Marx. Attends, on a changé de mood. C'est pas si cool en fait le livre. Ah si, il est très bien, il est très très bien. Mais c'est juste que là, on est sur les passages où en fait, il est dans la description de ce qui s'est fait, de comment ça s'est mis en place, etc. Et bah du coup, il met pas trop de scud. De temps en temps, il y a quand même un petit scud qui est là, assez doux, mais voilà, il reste surtout dans la description de ce qui est. Et du coup, c'est vrai que quand tu lis toute la saloperie du monde néolibéral, quand tu lis toute la saloperie des managers de l'époque, de ce qu'ils mettaient en place, etc., c'est vénère. Et donc là, le chapitre qui s'appelle Managérialisme éthique, typiquement, en fait, c'est parce que il nous dit que juste avant, en fait, quand ils se sont rendus compte, les managers, qu'il y avait une grosse crise et qu'ils étaient en train de perdre du pouvoir, ils ont commencé à retravailler beaucoup d'éléments, notamment pour du coup mettre en place des éléments... on va dire, de croyance, et notamment de partir sur le délire de « venez, on va faire du management qui est éthique. Venez, on va faire des RH, mais éthique. On va virer les gens, mais c'est pour leur bien. » etc., etc. Donc c'est vrai que c'est assez nerveux. Mais voilà, par contre, il y a beaucoup de cynisme dans la description. Hein. Enfin, tout à l'heure, c'était typiquement, imaginez, vous êtes manager, et il avait marqué un truc du genre... faites un effort, enfin je sais pas quoi. Et après il a mis vous avez tel juriste qui vous contacte, tel psychologue du travail qui vous contacte, ils ont telle ambiance, etc. En fait c'est pas eux qui ont inventé la zététique, mais c'est la continuité de ce genre de croyance et de ce genre de positionnement. En vrai. Tous les Z qui vous disent oui mais nous on est apolitique, nous on a de la réflexion pure, nous on est des penseurs axés sur l'éthique, patati patata, et qui en fait pérennisent énormément de violences classistes, pérennisent énormément de trucs boys club, etc. Ils sont exactement dans la même dynamique et en fait c'est la continuité parce que c'est globalement les mêmes individus ou en tout cas ce sont les individus héritiers de cela. De ceux qu'on est en train de décrypter, on va dire. Donc ouais, non, c'est vénère dans ce qu'on lit. C'est vénère dans le sens, il y a quand même des trucs qui sont durs, hein, on va pas se mentir. Et c'est vrai que du coup, voilà, ça pique un petit peu. Après, c'est absolument pas en train de dire si, c'est bien, c'est la bonne manière de voir, c'est la bonne méthodo, etc. Non, non, du tout. C'est juste, c'est une description de il s'est passé ça et il s'est passé ça comme ça. Voilà. À la période moderne, remarquait Charles Fourier, un nouveau type de discours a pris la place de la morale et des sermons. Pour ne pas s'être rendu compte assez tôt que l'économie politique envahissait tout le domaine de la charlatanerie, les moralistes sont tombés dans le néant, ont été incorporés sans pitié dans la classe des romanciers. Leur secte est trépassée avec le XVIIIe siècle, elle est morte politiquement.
Quant aux économistes, devenus rapidement trop forts pour avoir besoin d'alliés, ils ont dédaigné toute voie de rapprochement et ont soutenu de plus belle qu'il fallait de très grandes richesses, avec un commerce immense et un immense commerce. Mais, ajoutait-il, la chute des moralistes préparait celle de leurs rivaux. On peut appliquer à ces parties littéraires le mot de Danton, qui, étant sur l'échafaud, déjà lié par une courroie, dit au bourreau « Garde l'autre pour Robespierre, il me suivra de près ». Ainsi, les moralistes peuvent dire à leur bourreau, dire à l'opinion qui les sacrifie « Garde l'autre courroie pour les économistes, ils me suivront après ». Ce que Fourier n'avait cependant pas prévu, c'est que ce trépas annoncé serait suivi d'une singulière renaissance. Face à la crise sans précédent qui ébranlait le XXe siècle, de la doctrine d'Adam Smith, on ne trouvera pas mieux dans un premier temps, faute d'aggiornamento. D'aggiornamento. Qu'est-ce que l'aggiornamento? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. A-G-G-I-O-R-N-A-M-E-N-T-O. Peut-être d'argument, peut-être un truc dans ce goût-là. Je sais pas trop. J'avoue que là, je ne connais pas ce mot-là. Je ne sais pas ce que c'est. Ajournement? Non, je pense pas. Oui, je pense que c'est ça en gros. C'est des arguments théoriques, Ah, je vois qu'il y a un lien. Attendez. Hop là. C'est un terme italien qui signifie littéralement la mise à jour. Il fut utilisé à la fois par les évêques de l'Église catholique et les médias pendant le Concile Vatican II en 1962-1965 pour désigner une volonté de changement dans la religion, de modification et d'adaptation à la modernité. Intéressant. D'accord. Ok, c'est intéressant. Merci beaucoup pour le lien. Merci beaucoup. Je déteste les aides qui s'en réclament en général, c'est les plus rincés et ils font juste du scientisme et répètent ce que leur propre cercle disent sans vraiment prendre en compte les réalités extérieures. Hashtag harcèlement d'axe, n'est-ce pas? C'est supposé lutter contre les sectes, mais ça en adopte les mécanismes. Mais complètement. Et ça, on l'a vu d'ailleurs quand on a écouté pas mal les podcasts de Méta de Choc. Méta de Choc a énormément ce côté, mais nous on réfléchit, nous sommes capables de faire preuve de recul, on ne se laisse pas avoir par les complotismes, etc. Et en fait, ils adoptent exactement les mêmes mécaniques à différents niveaux et propagent les mêmes croyances foireuses, mais un peu à leur sauce, donc ça va, c'est pas la même. C'est TDR. Bref, quel enfer. J'arrive au magasin, je n'ai plus de réseau. À tout à l'heure. Eh ben, des bisous Delphéa, bon courage. J'espère que ça se passera bien au magasin. Parce que c'est toujours nul de sortir et voir le monde, tout ça. Du coup, c'est une update. Enfin, c'est comme ça là que je le comprends. Ouais, c'est une sorte moi, j'avais dit plutôt d'arguments théoriques, mais du coup, c'est de mise à jour des arguments théoriques, la mise à jour de ton bagage de justification, etc. En gros, comme ils n'ont pas encore le discours et les idées pour justifier ça, ils ont réutilisé d'anciens trucs. En gros, c'est comme ça que je le comprends, du coup, avec la page wiki qui a été partagée. Je vous laisse, je vais aller casser du monstre en jeu de société. Des bisous et merci pour le live. Des bisous Nils, merci beaucoup d'être passé et bonne fin de journée à toi. Du coup, je reprends. Il allait venir, on s'y employait en coulisses, que d'exhumer d'anciennes idoles. L'économie, succombant à son tour, sa rivale déchue, la morale refit son entrée sous les habits neufs du managérialisme éthique, qui se présenta, dans les années 1950, comme la grande solution au problème de légitimité du pouvoir managérial. Dans la vision du monde qui était celle de l'ancien paternalisme industriel, le patron propriétaire régnait sur son entreprise, comme sur sa chose. On le concevait, au XIXe siècle, encore, dans la droite ligne de l'antique, maître le dominus, c'est-à-dire le propriétaire des ouvriers qu'il emploie. À ceux qui questionnent son pouvoir, celui-ci pouvait toujours rétorquer « Ici, c'est moi qui commande, parce que je suis chez moi, parce que c'est à moi ». Un fondement dont l'autorité des managers des grandes sociétés modernes ne peut plus se réclamer. Et au passage, on rappelle que ça, c'est déjà de la grosse merde. On rappelle que de tout temps, les patrons n'ont toujours fait qu'une seule et unique chose, c'est accaparer, réutiliser et centraliser à leur profit tout ce qui provient d'autrui. Ne l'oublions pas. Donc déjà, c'est que la taxe à 200%, c'est de la merde. Voilà, n'oublions pas de le redire. N'oublions pas de le redire. Parce que c'est important de le rappeler. Je reprends. La séparation de la propriété et du contrôle a non seulement fait voler en éclats l'ancienne justification patrimoniale de l'autorité, mais
également affaibli les prétentions des actionnaires, devenus simples propriétaires passifs, à ce que l'entreprise soit dirigée dans leur seul intérêt. L'apparition d'entreprises géantes, quasi publiques, dont les décisions impactent la vie de tous, a placé la communauté en position d'exiger que l'entreprise moderne ne soit pas au seul service des propriétaires, mais de toute la société. Quels intérêts doivent être pris en compte dans la gestion des entreprises? De qui? Demande Edwin Merrick Dowd en 1932. Les dirigeants sont-ils les mandataires? La responsabilité sociale du management, répondait un PDG américain, s'est élargie. Le management ne représente plus seulement, comme autrefois, l'intérêt exclusif de la propriété. Il opère de plus en plus sur la base d'une relation fiduciaire qui le pousse à maintenir une balance équitable entre différents groupes. Formuler ainsi une nouvelle philosophie de la direction, la philosophie fidei commis, ou administration fiduciaire, qui présentait les managers comme les mandataires, les trustees, d'une pluralité de groupes sociaux. Les TDR. Donc en gros, les patrons, ils te disent « Alors non, en fait, vous comprenez, c'est pas pareil. En fait, les managers sont là pour le bien de tous. Ils ne sont pas du tout assujettis, ils sont pas du tout au profit du patronat. Non, ils sont au milieu des différents groupes sociaux et ils sont là pour s'occuper des intérêts de tous. Le bien commun, tout ça, tout ça. » Donc là, on tombe exactement sur ce qui est dit dans le titre, hein, le management éthique. Bien sûr, le management éthique. LOL. Bonjour Axel, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, cher ami. En tout cas, aussi bien que possible. On est en train de lire La société ingouvernable. J'arrive au bon moment. Ouais, tu arrives dans le chapitre 6, managérialisme éthique. C'est le moment où, du coup, Grégoire Chamaillou nous explique que, en fait, les managers, à la révolution managériale qui a opéré dans les années 70, ont commencé à adopter une approche, une présentation au grand public de nous sommes gentils. Nous sommes gentils et éthiques. Nous sommes les RH là au service de tous. Et pas du tout du patronat, c'est faux, TKT. Donc bon, nous sachions, hein, encore une fois, le mensonge est fort. Surtout qu'on rappelle que la page, le chapitre avant, on a travaillé, non pas le chapitre d'avant, le chapitre encore d'avant, on a travaillé que du coup dans ces années-là, c'est le moment où se sont développés les fameux commandos antisyndicalistes, les petits manuels à l'adresse des managers pour casser les volontés syndicales, les revendications des employés, etc. etc. Donc oui, au service de tous, mais surtout pas des travailleuses. Donc au service de tous, mais en fait non. Et bonjour Audra de passage, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, en tout cas aussi bien que possible. Je reprends. Nous en sommes donc à ce qui se produit à partir du livre de Barry Means, et pour des décennies, c'est le branchement sur le problème de la séparation de la propriété et du contrôle d'une idéologie de responsabilité sociale de l'homme d'affaires, dans ce que l'on considère comme le texte fondateur de cette thématique, Social Responsibility of the Businessman, publié en 1953. Howard R. Bowen rejette la conception selon laquelle l'individu n'aurait d'autre règle que de poursuivre son intérêt personnel et de s'engager avec ardeur et ferveur dans une concurrence sans merci. L'homme d'affaires doit certes faire du profit, mais il a aussi l'obligation de prendre en compte tous les intérêts affectés par les activités de l'entreprise. Lol. La manager la pire que j'ai eue est celle qui arrêtait pas de dire qu'elle était gentille. Ah oui, pas d'autres directs, que du passif agressif et du gaslighting, je recommande pas, mais quel enfer. Et c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Tout à l'heure, on avait le discours qui était mis en avant pour justifier le licenciement, que le licenciement était fait pour le plus grand bien du travailleureuse, enfin de la travailleureuse. Genre, je te licencie, mais c'est pour ton bien. Et la cause du licenciement, c'est surtout que la personne était repérée comme syndicaliste potentiel, ou comme étant susceptible de rejoindre un syndicat. Et du coup, ça veut dire que elle n'était pas bien dans l'entreprise, donc pour son propre bien, il valait mieux la mettre dehors. Effectivement, c'est gentil. C'est tellement gentil. Mais enfin, bref. Là aussi, ça c'est bien éclaté au sol, hein, toute la justification de non, mais en fait, les patrons, les financiers, ils sont là pour votre bien. Bah, ce sont des gens, voyons.
Ils ont envie de votre bien, bien sûr. Ils font tout pour le plus grand bien du plus grand nombre, bien sûr. Oui, ils veulent des thunes aussi, mais quand même, ils sont gentils, ils sont humains. Le pire, c'est que les RH et les patrons y croient premier degré des fois, mais bien sûr, ils sont obligés de rationaliser. Ils peuvent pas faire autrement. Si tu te rends compte à quel point tu es une sombre merde, tu ne peux pas être une sombre merde. C'est un truc qu'il faut pas oublier. D'ailleurs, on va faire un petit point là-dessus. Oppression, tout ça. Rendez-vous compte, parce que malheureusement, c'est ce que montrent notamment les études en sciences humaines et sociales. La très grande majorité des gens qui font preuve d'oppressions diverses et variées ne le font pas en ayant conscience que ce sont des oppressions. La très grande majorité des gens qui produisent de la violence au sein de nos sociétés sont éminemment convaincus qu'ils n'en font pas. Pour la simple raison que s'ils n'étaient pas convaincus qu'ils ne faisaient pas de violence, s'ils voyaient la violence de ce qu'ils produisaient, ces personnes ne pourraient pas continuer à le faire. C'est pour ça notamment que quand vous avez des travaux qui sont faits pour, par exemple, déradicaliser des personnes d'extrême droite, c'est difficile, etc. On en a déjà parlé, notamment lors de la lecture de En toute puissance, on a dit que c'était vraiment pas simple, mais quand tu arrives à justement sortir quelqu'un de son prisme de vision ultra fermé, raciste, misogyne, etc., etc., tu te rends compte qu'en fait, s'il est dans ce prisme de vision, s'il fonctionne comme ça, c'est parce que concrètement, il baigne dans un contexte qui le favorise, qui favorise cette vision des choses. Et que c'est un système qui se maintient. Je vous rappelle notamment qu'il y a des études qui ont montré que si tu épuises cognitivement un raciste, il n'est plus en mesure de faire preuve de racisme. Ce qui est quand même quelque chose de très très drôle, tant qu'il est épuisé, s'entend, hein, bien sûr. Ce que ça sous-entend, ça veut dire que le mécanisme du racisme est un processus actif, maintenu, qui permet de justifier, de faire preuve de violence, de racisme, etc. Dès le moment où tu vas l'épuiser cognitivement, tu lui enlèves les ressources cognitives nécessaires à maintenir ce système. Donc il ne peut plus, par exemple, rationaliser les choses en se disant que non, mais c'est pour le bien de la personne, non, mais c'est quelqu'un de bien, il pense pas à mal, patati patata patata. Juste, il va avoir le constat brut, je fais preuve de violence. Et à partir de ce moment-là, s'il a conscience de sa violence, il ne peut, en général, plus le faire. Bien sûr, il y a des cas à part, notamment les cas à part des personnes qui ont une empathie inexistante. Ça existe, hein. Voilà, il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas des empathies aussi faciles que d'autres, hein, loin de là, et voire même parfois des empathies qui ne sont pas du tout présentes. C'est très triste, c'est vraiment très triste quand ça arrive, mais c'est comme ça. Et le truc, en fait, c'est que, mis à part ces très rares cas, et qui sont vraiment un nombre réduit, hein, la très grande majorité des personnes qui sont racistes parce qu'ils sont dans un contexte qui les pousse à être racistes, qui les fait fonctionner comme des racistes. Ce qui ne veut certainement pas dire qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce qu'on comprend les mécanismes qu'on les excuse. C'est deux choses totalement différentes. Mais par là, ce que je veux vous montrer, ce que je veux bien mettre en avant, c'est que la plupart des gens qui font preuve de violence, que ce soit là les RH, les patrons, les personnes racistes, les personnes misogynes, les personnes contre les LGBT, etc., etc., bref, toute personne qui fait preuve d'oppression, dans son modèle de pensée, dans le contexte dans lequel elle évolue, dans les croyances qu'elle a, elle ne fait pas de mal aux gens. Elle fait ce qui doit être fait, elle est juste, elle est bonne. Évidemment que c'est de la merde, évidemment que c'est tout un travail de rationalisation qui permet de se justifier à soi-même de faire les pires trucs. Mais le fait est que c'est ça qu'il faut constater. Les gens ne voient pas toute l'horreur de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils maintiennent, de ce qu'ils reproduisent, de ce qu'ils partagent. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est important aussi de travailler sur toute thématique de réhabilitation. Pour moi, c'est quelque chose qui est très 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 important. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans la très grande majorité des cas, les gens qui font preuve d'oppression ne s'en rendent pas compte et que du coup, on peut modifier, on peut améliorer. Non seulement c'est une évidence qu'on ne peut pas créer une meilleure société si à un moment donné, on n'accepte pas de comprendre comment les choses fonctionnent, parce que vraiment, il faut comprendre comment les choses fonctionnent pour casser ces fonctionnements, hein, parce que, encore une fois, si vous prenez le racisme, si vous prenez la misogynie, etc., ça sort pas de nulle part, ça sort d'un contexte qui le favorise. Aujourd'hui, si on a des montées d'extrême droite à tous les niveaux dans nos sociétés, c'est pas sans raison. C'est parce qu'on a des politiques qui poussent à ça, c'est parce qu'on a des médias qui poussent à ça, parce qu'on a notre pop culture qui pousse à ça, etc., etc. À différents niveaux, nous avons des représentations constantes, nous avons des structures qui nous poussent à fonctionner comme ça. Est-ce qu'il faut goûter les personnes pour vérifier si elles sont vraiment bonnes ? Non, faites pas ça. Pitié.
Ne mangez pas les gens. Vous pouvez mettre des coups de pelle sur les bourgeois et les patrons et tout ça, et les droitos, les réactionnaires, voilà en général. Mais après on les enterre, on en fait de l'engrais. On sait où est-ce que ça a traîné. On ne veut pas les goûter. Non, faites pas ça. On sait où ça a traîné quoi. Non. Sauf si les gens sont consentants. Oui, mais enfin vraiment, il faut arrêter de mâcher de la merde. Ne mangez pas des bourgeois. Encore une fois, vous savez où est-ce que ça a traîné. N'allez pas manger un raciste. Vous savez où est-ce que ça a traîné, quoi. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est bon pour votre santé de boulotter un Darmanin? Bien sûr que non. Darmanin, on lui met un coup de pelle, on l'enterre dans une forêt, et puis voilà, on passe à autre chose. C'est bon, quoi. Faut pas manger ça. Voyons. Faites attention à votre alimentation. Plus sérieusement, pas de king shaming, non, pas de king shaming. Encore une fois, ce sont des conseils de santé. Ne mangez pas des trucs toxiques, quoi, pitié, pour vous, pour votre propre bien, évitez ça. Après, si vous voulez le faire, faites-le, mais pitié, faites attention à votre santé. Vous êtes plus important que le truc en face, quoi. Je pensais juste à lécher certaines parties, et non, je ne faisais pas référence aux personnes de droite. Alors ça, c'est autre chose, et effectivement, là, ok. On rappelle le proverbe, on est ce qu'on mange. Oh no. Je reprends. Après, il y a aussi des mécanismes d'attachement à la dominance sociale, une tendance à préférer, voire à s'attacher à des relations de pouvoir déséquilibrées, qui est notamment très développée parmi les groupes de dominants de la société. Je pose comme hypothèse que c'est un peu un ensemble d'ignorance, de rationalisation, d'attachement à la domination, variable selon les gens et le contexte. Il faudrait que je fasse une bio sur le sujet. Bah, il y a de ça, bien sûr, mais encore une fois, c'est parce que le contexte pousse à ça. C'est pas sans raison. Ça sort pas de nulle part, en fait. Bien sûr qu'il y a toute une mécanique qui va intégrer en fait les violences de notre société, etc. et du coup permettre de les justifier, de les reproduire, etc. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a un contexte qui pousse à ça. Aujourd'hui, si on a une montée autant des conservatismes, encore une fois, c'est pas décorrélé du fait que dans notre société, de manière très large, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des contenus créés par les vidéos, les films, etc., on favorise cette vision-là, ces idées-là, etc., etc. Ce qui du coup a une force d'influence beaucoup plus forte et qui va du coup faire que beaucoup plus largement les gens vont intégrer cette vision-là, quand bien même elle est à contre-courant de leurs besoins et qui va même être violent avec eux. Enfin, encore une fois, c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses qui se répondent et il faut bien oublier que, enfin, faut jamais oublier plutôt, parce que c'est quelque chose qui est justement tout le temps fait, c'est d'oublier ça, rien n'est monocausal. Rien n'a pour une seule et unique raison tel ou tel fonctionnement. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez toujours une pluralité de choses qui sont interconnectées et qui s'influencent les unes les autres et vont pousser dans un sens ou dans un autre. Aujourd'hui, notre société est telle qu'elle est, elle n'est pas sans raison et c'est pas juste pour un truc. C'est pas juste un élément tout seul qui va pousser dans un sens. C'est un ensemble d'éléments qui tous ensemble vont pousser dans différentes directions et en l'occurrence, à l'heure actuelle, le rapport de force fait que ça pousse surtout sur un côté très conservateur. Et du coup très violent à différents niveaux pour pas mal de populations. Et donc bref, tout ça pour vous dire que le sujet initial c'est oui les patrons y croient, oui les RH y croient, quand ils virent quelqu'un et qu'ils vous disent mais c'est pour ton propre bien, ils y croient, ils sont obligés d'y croire, parce qu'encore une fois s'ils ne se rendaient pas dans cette dynamique là de se dire oui je fais ça pour le plus grand bien du grand monde, s'ils n'y croyaient pas, ils ne pourraient pas le produire, sauf quelques très rares cas de quelques personnes qui ont une empathie complètement éclatée au sol, mais qui sont extrêmement réduits. S'ils n'avaient pas cette vision des choses comme quoi ils sont les gentils, ils sont les bons, qui font ce qui est nécessaire pour le plus grand bien du plus grand nombre, patati patata, ils ne pourraient pas le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez des RH, des fameux commandos antisyndicalistes, etc., qui au cours des décennies repartent totalement en arrière et font des aveux phénoménaux à travers des bouquins où ils expliquent tout ce qu'ils ont fait et toute l'horreur de ce qu'ils ont fait. Parce que justement, il y a un moment où pendant des années tu vas rationaliser, tu vas être dans un contexte où tu vas justifier ça, et parfois, juste à force d'expérience, juste à force de vivre ce que tu fais, tu finis par fragiliser, fracturer et détruire cette rationalisation. Tu te rends compte que du coup, en fait, tu dois faire autre chose. Parce que là, tu fais des violences. Et du coup, ils reviennent en arrière. Et d'autres fois, c'est par un élément contextuel qu'ils vont être touchés, impactés. On n'oublie jamais que le meilleur moyen de faire prendre conscience à quelqu'un de la violence qu'il produit, c'est à partir du moment où il l'a subi.
C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et du coup, il y a plein de moments où vous avez des gens comme ça, des droitos de l'enfer, ultra conservateurs, ultra violents dans leurs décisions, dans leur comportement en entreprise, qui pour une raison X ou Y, par exemple quelqu'un de leur famille, par exemple elles-mêmes, vont passer de l'autre côté de la ligne. Par exemple, vont devenir handi. Par exemple, vont se rendre compte qu'ils sont LGBT. Par exemple, vont avoir quelqu'un de leur famille qui est malade, patati patata, etc. Et là, comme ils le vivent, ils vont comprendre l'autre côté du miroir. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu avant. Et encore une fois, dans la très grande majorité des cas, les gens ont une empathie classique, on va dire. Hein. Encore une fois, voilà, les personnes qui n'ont pas d'empathie ou une empathie extrêmement lésée, c'est pas de leur faute. Hein. Voilà, c'est un état, hein. C'est comme ça, on est, point. Et c'est dommage parce que ça produit des comportements discutables. Mais ça veut pas dire que la personne est intrinsèquement mauvaise parce qu'elle n'a pas d'empathie, d'ailleurs, au passage. Hein. Voilà, on ne shame pas les personnes comme ça, merci. Mais le truc, c'est que la plus grande majorité des gens ont une empathie relativement classique. Et quand ils vont s'en rendre compte, qu'ils vont voir la violence qu'ils produisent, qu'ils vont avoir conscience de ça, ils ne peuvent plus le faire. Ce n'est plus possible. Et ils reviennent complètement en arrière, et parfois ils remettent en question mais 30 ans de leur vie, 40 ans de leur vie, et ils partent dans une croisade à l'inverse exact opposé de ce qu'ils ont fait pendant tant d'années. Et encore une fois, il y a plein de cas comme ça. Quand vous prenez les anciens managers, etc., qui pendant des années ont fait des trucs horribles et qui aujourd'hui, en fait, militent activement pour l'inverse, c'est pas sans raison. C'est parce qu'à un moment donné, ça s'est cassé. Cette rationalisation, ce travail-là qu'ils avaient fait constamment, de se dire non, mais on est les gentils, c'est pour le bien et tout, se fracture, se brise et c'est fini. Ils ne peuvent plus aller dans ce sens-là. Ils sont obligés d'aller dans l'autre sens. C'est obligatoire. Et vous le voyez parce que notamment dans leurs bouquins, ils vont vous dire qu'à cette époque-là, je pensais faire ce qu'il fallait. À cette époque-là, je me disais ceci, je me disais cela, et ça me permettait de valider cette manière de faire, etc. Et vous le voyez, vraiment, ça transparaît. Vous l'entendez dans les interviews. C'est vraiment, mais ultra visible. Je me permets de faire un petit glouglou. Imagine que JKR, elle fait un coming out transmat. Je vous avoue que c'est quand même une sale race. J'ai bien envie de la dégommer dans tous les cas. Mais néanmoins, c'est probablement la meilleure chose qui pourrait lui arriver. En vrai, peut-être qu'elle se rendrait compte de beaucoup de choses. Bon, à mon avis, ça restera une personne hautement discutable à plein de points, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que vous êtes, par exemple, une personne trans que vous aurez été de faire des oppressions diverses et variées, hein, malheureusement. Hein, ça ne marche pas comme ça. C'est triste, mais non. Donc bon, voilà, ça restera une nazie à côté de ça, quoi. Voilà, peut-être qu'elle arrêtera certaines violences, certaines oppressions, mais je pense qu'elle en continuera beaucoup d'autres, quoi. Je crois que j'ai vu le marqueur de fin de VOD. Bonjour Logost, au passage, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Voilà, c'est ça, elle est clairement pas juste transphobe, donc bon, c'est... Voilà, elle arrêtera certaines oppressions peut-être, et encore une fois, même ça, c'est pas forcément sûr, et derrière, elle continuera d'autres oppressions, donc bon, ça restera une sombre merde, je pense. Mais bon, bref. Je reprends. Nous en étions où ? Je ne sais plus. Là où l'autorité privée légitime était pensée comme un attribut du droit de la propriété, c'est parce que l'entreprise est à moi que je suis fondé à la diriger. Le managérialisme éthique la justifie désormais de façon non patrimoniale. Le dirigeant tirant au contraire sa légitimité de la prise en compte des intérêts non propriétaires. C'est justement dans la mesure où je ne la gère pas pour moi que je suis fondé à le faire. Dans cette approche, analyse Al Draper, la nouvelle irresponsabilité des leaders institutionnels à contrôler n'est plus un sujet de préoccupation, mais apparaît plutôt comme une précondition nécessaire pour les libérer des influences mesquines, déformantes, des considérations de maximisation des profits à court terme. L'autonomisation du pouvoir managérial, celle-là même qui faisait craindre une dérive autocratique, se transfigure alors miraculeusement en autonomie morale. Le retournement est complet, car si l'on peut désormais affirmer, à rebours de Burnham, que ce nouveau managérialisme n'est pas quelque chose comme une nouvelle forme de dictature, et que l'éthique managériale est intrinsèquement bienveillante, c'est bien puisque le manager n'est en aucun sens impropriétaire. Ouais, PTDR, hein. Ouais, PTDR, hein. LOL. Il y a un côté beaucoup plus facile à comprendre et moins perverse. Le « je suis chez moi, je te paye, tu fais ce que je te dis » plutôt que la valeur travail et le baby-foot. Oui.
C'est quand même très drôle, hein, cette manière de réussir à retourner le truc pour dire non, mais TKT, j'ai le bien commun à cœur. Oui, oui. On y croit, on y croit. L'art du leadership étant celui de la mise en balance des intérêts, la position du manager presque anonyme sera celle d'un point de convergence entre prétentions multiples qu'il départagera de façon équitable, conformément à l'antique vertu du juste milieu. Le business se concevant comme un système de gouvernement privé, le patron change de peau, se muant en une sorte d'homme d'État. L'État, c'est moi, mais moi, je suis une corporation, écrit ironiquement à l'époque et enfoncé dans le texte un commentateur américain. Je suis désolé, mais moi quand je lis l'État, c'est moi, le premier réflexe que j'ai, c'est la République, c'est moi. Pardon, hein, je suis désolé, mais instinctivement, c'est le premier truc qui vient dans ma tête. Je ne peux pas avoir autre chose dans ma tête. Je suis désolé. Je ne peux pas avoir autre chose. Non, mais c'est direct. Genre vraiment, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà. Laissez l'État dans les toilettes que vous l'avez trouvé. Oui. Oui, en effet. Que vous dire là-dessus? Parce que du coup on va couper la VOD là-dessus. C'est intéressant de voir vraiment cette capacité à retourner complètement le truc pour toujours être les bons, etc. Sauf que on voit déjà à l'époque la faiblesse du mode de pensée, et je pense que c'est notamment là-dessus que va aller attaquer derrière Grégoire Chamaillou. C'est que comme toujours, les conservateurs, les libéraux, tout ça, ils oublient un truc basique, incroyable, hein, le rapport de force. Eh oui, dommage, mais le rapport de force, ça existe. Je sais, c'est surprenant, hein, vraiment. Hein. Surprise. Mais le rapport de force, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent à prendre en compte, puisque il définit beaucoup de choses. Incroyable. Et il permet de mettre en lumière beaucoup des fonctionnements et des... ce que j'appelle même pas des dérives, parce que des dérives voudraient dire que c'est pas prévu par le système. Or, encore une fois, c'est prévu par le système. Donc c'est même pas des dérives. Le truc, c'est qu'en fait, partir sur le principe que tes managers, ce sont des gens au même statut finalement que les autres, un peu au milieu, sans rapport de force, etc., c'est oublier un truc. C'est qu'en fait, la plupart du temps, les patrons restent quand même des propriétaires. Alors ok, il y a l'actionnariat, ça dilue un petit peu la propriété, tout ce que tu veux, mais ça ne change rien. Les patrons sont toujours propriétaires et sont toujours dans les entreprises. Même si maintenant il y a plus de copropriété, parce qu'il y a les actions, en fait vous vous retrouvez toujours avec les différents tenants, on va dire, des directions, qui sont des patrons qui possèdent une part non négligeable des actions, et même de plusieurs entreprises. Et donc du coup déjà le rapport de force il est éclaté là-dessus. Parce qu'en fait non, il n'est pas si dilué que ça. Le présupposé est éclaté. Si vraiment à tous les niveaux nos patrons étaient absolument pas propriétaires, bon, ce serait déjà discutable, mais voilà. Mais le truc c'est que là on n'est même pas là-dessus. Les patrons sont propriétaires. En partie, moins qu'avant, mais ils sont quand même en partie propriétaires. Et le fait d'avoir eu du coup ce modèle-là où on se retrouve avec une couche intermédiaire, comme les managers, n'empêche en rien, par exemple, les managers d'avoir aussi des actions. Et c'est un peu ce que tu es en train de dire du coup, Axel. Le pire, les actions achetées par les employés, effectivement. Les managers et les employés, on va dire plus bas hiérarchiquement, peuvent acheter des actions. Ça ne va rien changer. Le rapport de force n'est quand même pas à leur avantage du tout. Il y a énormément de fonctionnements de rapports de force qui sont à prendre en compte, comme par exemple la misogynie, comme par rapport à des trucs très cons comme les haines envers les LGBT, comme le racisme, etc., qui viennent rajouter en fait tout un tas de violences dans le système à différents niveaux et que les managers vont pouvoir produire et reproduire. Et en fait, à plein de niveaux, il y a vraiment plein de trucs qui sont à prendre en compte et qui sont juste même pas abordés, pris en compte, n'existent même pas dans la vision des néolibéraux. Genre, tout le monde, finalement, est équivalent, TKT, c'est l'égalité des chances, tout ça, la méritocratie. Alors qu'on sait bien que factuellement, non, c'est pas le cas. Factuellement, c'est avec des rapports de force à différents niveaux, qui poussent dans différents niveaux nos sociétés, et donc évidemment les entreprises, et que on est loin d'être sur un truc à plat, où tout le monde a les mêmes chances, et que du coup le manager pourrait avoir ce rôle d'être neutre, etc., etc. Surtout que derrière le manager reste une couche, on va dire, intermédiaire, qui du coup a notamment son salaire qui dépend du bien vouloir des supérieurs.
Donc il a tout intérêt en fait à être copain-copain avec les supérieurs pour voir ses propres intérêts à lui augmenter. Enfin bref, vraiment du coup ça me fume un petit peu, Mais bon, bref. C'est toujours pareil avec les conservateurs et les néolibéraux. Leur manière de fonctionner, de penser, de théoriser les choses est toujours éclatée au sol. Donc finalement, est-on pris par surprise? Non. Petite fougère de YouTube. Sur ce, on va s'arrêter. Ça fait déjà 1h24 de VOD. Donc, des bisous. À très bientôt pour la suite. Et à tantôt.